Dans cette vidéo, je vous propose de parler des différentes valeurs d'une entreprise qui souhaite avoir une approche systémique, c'est-à-dire globale, tout en cultivant son harmonie et sa performance, en lien avec évidemment les différentes étapes d'une approche globale, qui souhaite conserver sa cohérence avec le sens et l'enthousiasme initial, tout en gardant son énergie et en respectant les rythmes des collaborateurs, du marché, mais aussi de la nature. L'audio qui suit est un résumé, mais surtout une adaptation des 5 dysfonctionnements d'une équipe, qui est une bible du leadership écrite par Patrick Lencioni, et qui sera en lien direct avec une prochaine vidéo que je ferai sur le bio-audit, un des outils que je propose issus de la Tao Entreprise. La confiance est la base absolue du travail en équipe. Et cette confiance ne se résume pas à l'assurance que chacun fera bien son travail. Pour avoir véritablement confiance en quelqu'un, il faut être certain que ses intentions et ses objectifs soient clairs et sains. L'essentiel est donc le dialogue, une véritable communication bienveillante et claire, honnête et confiante. Dans ce cadre-là, le leader d'un groupe doit bien évidemment montrer l'exemple. Dans la majorité des groupes, on y voit une forte tendance à éviter le conflit. Souvent, la plupart des groupes ou des personnes qui constituent un groupe craignent de créer des tensions et se sentent mal à l'aise à la perspective d'une éventuelle confrontation. Ainsi, ces personnes ou ces groupes ont tendance à passer sous silence leurs désaccords, à rester dans les non-dits et à rechercher le plus souvent que possible une harmonie qui n'est que de façade. Ainsi, la différence des opinions et les difficultés non exprimées ne se résorbent pas fondamentalement, et elles nourrissent des tensions sous-jacentes qui ne font que s'accumuler et au fond aigrir et frustrer les individus qui constituent les groupes. Ainsi, cette stagnation impacte non seulement bien évidemment la motivation individuelle et la motivation des équipes, mais elle peut aussi pour avoir des effets ravageurs sur la société en elle-même. Et à minima, elle nuira à son efficacité et à sa compétitivité. Pour remédier à tout ça, eh bien, on peut organiser des groupes de parole, en tout cas des réunions qui permettent le dialogue et cette communication pour échanger autour des idées, des actes et non des personnalités. Le concept est donc de pouvoir encourager systématiquement des remises en question et poser des objections, des objectifs divers et pouvoir entendre les objections de chacun, quelle que soit leur orientation et quelle que soit la personne et les personnes qui les énoncent. On pourra pour cela faire appel à entre guillemets un démineur pour faciliter une sorte de médiateur pour faciliter la mise sur table des sujets relativement difficiles à exprimer dans une entreprise ou dans un groupe. On peut donc résumer le fait que sans débat, il est impossible d'établir des objectifs clairs et de prendre des décisions qui seront acceptées et respectées par tous. Pour cela, pour prendre des décisions efficaces, il est donc important d'intégrer 2 paramètres, l'incertitude et l'absence de consensus total. Il faut donc savoir trancher tout en acceptant les risques qui vont avec dans un rapport de cause-conséquence, où pourtant tout le monde aura été entendu et où les objectifs sont clairs. Chacun doit pouvoir y trouver tout simplement une réponse à ses besoins individuels ou les besoins collectifs, et c'est important de pouvoir trancher sur les besoins collectifs, notamment dans un groupe, en sachant qu'il faut apporter de l'aide pour apprendre aux individus à éventuellement faire le deuil de certains besoins individuels. Donc avant de se plier au choix d'une majorité, des collaborateurs ou dans une entreprise des employés ont juste besoin d'être écoutés et du coup le débat est le meilleur moyen pour faire valoir et défendre des arguments. Ce n'est qu'à partir du moment où chacun des individus s'est exprimé qu'une décision finale peut être acceptée par tous. Et dans le cas contraire, l'adhésion n'est que superficielle et les personnes au point de vue opposé ne se sentent pas vraiment incluses dans le processus, quel qu'il soit, et finalement ne sont reliées par aucune forme de solidarité à la décision du groupe. Dans ce cadre-là, le leader du groupe, alors quand je dis le leader, c'est éventuellement le manager, le chef d'entreprise, mais ça peut aussi être le chef de famille ou celui qui est censé prendre les décisions dans un groupe,
doit s'attacher à faire avancer les discussions et à encourager l'action pour respecter les besoins et notamment en mettant en place des agendas clairs, comprenant des dates butoirs, en sachant qu'on est toujours dans un monde d'impermanence et que chaque date ou chaque acte qui est posé ou doit être posé en respect de la question initiale du pourquoi et donc du sens. Les équipes, donc au sein d'une entreprise, doivent pratiquer une prise de décision entre guillemets rapide, hein, on dit dans le Qigong prendre une décision en 7 respirations, afin qu'elle puisse faire le tour des situations, le tour d'une situation et des positions en présence. Éventuellement, à l'issue de chaque réunion ou de chaque point, chaque équipe pourra faire justement le point sur des décisions prises, les objectifs définis et les éléments ou non devant être communiqués à l'ensemble de l'entreprise, en sachant que parfois il y a certains points qui doivent être restés confidentiels, mais on se doit de la transparence, notamment sur le sens, et pas forcément sur l'ensemble des actes. Mais enfin, tout le monde doit être globalement sur la même longueur d'onde afin d'avancer dans le même sens. Voilà. Le capitaine sur un bateau n'est pas celui qui va ramer, et celui qui va ramer n'est pas forcément celui qui doit prendre la décision. Par contre, tout le monde doit être d'accord sur l'endroit où le bateau va. Donc, vous l'aurez compris, en rapport avec une précédente vidéo que j'ai faite sur les différentes étapes d'une approche systémique ou globale, d'un point de vue de santé, on pourrait dire holistique, eh bien, il y a d'abord le sens, la réponse au pourquoi, et ensuite, ensuite les objectifs clairs. Donc, afin que chaque membre d'une équipe puisse prendre ses responsabilités, ses objectifs clairs doivent être déterminés et acceptés par tous en lien direct avec le sens qui, lui, doit être transparent pour chacun. Il est donc absolument essentiel que les membres d'une équipe puissent se sentir libres de discuter ouvertement de leur progrès, de leur avancement, et surtout de soulever les problèmes qui arrivent ou les problèmes éventuels, en énonçant surtout les réticences. Globalement, la pression que peut exercer un groupe peut s'avérer positive tant qu'elle est basée sur des arguments réels. Et donc là, je pense notamment à la première étape de la communication non violente, hein, c'est-à-dire les faits et uniquement les faits, ce qui entraîne une saine remise en question. Elle permet donc d'encourager de fait la productivité. Le but est de partir donc non sur des croyances ou des subjectivités, mais des faits, en laissant exprimer les ressentis de chacun, les émotions et les intuitions de chacun. Voilà. Donc, en lien avec la CNV, les 2 premières étapes sont l'observation, la deuxième étape est donc les émotions en lien avec ces observations. Globalement, pour que ces discussions au sein d'une entreprise puissent avoir lieu, eh bien, les tâches et les objectifs de chacun doivent être définis de manière claire et transparente au sein de l'équipe. Là, je me répète, mais chacun doit communiquer régulièrement sur ses avancées durant des réunions. Et donc, bien sûr, cela oblige toute une équipe à rendre entre guillemets des comptes, en tout cas à échanger à certaines étapes. Donc, on peut au sein d'un projet fixer certaines dates. Elles peuvent être intéressantes, soit au sein d'un projet court de fixer plusieurs dates régulières, soit au sein d'une année, par exemple, de garder une saisonnalité qui peut être celle des saisons printemps, été, automne, hiver. Mais en tout cas, le plus important et le plus nécessaire, c'est que chacun puisse s'exprimer. Globalement, le leader du groupe doit donc savoir qu'il n'a pas le monopole de l'autorité. Ça, c'est une chose relativement importante. Il doit, comme le cœur à l'intérieur du corps humain, pouvoir donner le sens et impulser ce sens envers chacun. Et d'ailleurs, chacun des membres, chacun des collaborateurs est donc libre de donner son opinion sur les activités des autres, tant qu'il le fait de manière respectueuse. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement que je propose en entreprise, je mets la communication avant tout autre atelier, puisque c'est de là que part la confiance. Donc vraiment une manière respectueuse, et évidemment le leader, quant à lui, tient lieu d'arbitre et doit lui aussi se faire entendre, mais pas plus que les autres, si ce n'est avec son action propre qui est de diffuser le sens au travers des cellules ou des groupements, peu importe, des différentes structures de l'entreprise.
En ce qui concerne les objectifs, donc la mise en place d'objectifs clairs pour chacun, c'est la seule manière d'assurer que l'intérêt de la société est toujours prioritaire. Donc l'intérêt de la société, c'est le sens qui a été mis. Chacun est responsable du fait de rester dans l'entreprise ou non en fonction du sens qui est clair et transparent. Et donc ça ramène chacun à la notion de responsabilité, je vais en reparler. Et donc le sens est bien évidemment le fil conducteur commun. Et seule la clarté et la transparence peuvent alors remobiliser les énergies et permettre une vraie focalisation sur les résultats. C'est donc de la responsabilité du chef d'entreprise, du leader, entre guillemets, du gouvernant, du capitaine, celui qui donne le cap et le sens, de mettre les collaborateurs et le sens et les priorités au centre des préoccupations. Ça, c'est évidemment important. Les objectifs donc de l'entreprise sont déclarés publiquement. Les manières de faire ensuite vont être individualisées. Mais globalement, dans cette approche, dans cette pratique-là de transparence et de sens, puis d'objectifs, il y a une véritable volonté d'instaurer un état d'esprit positif en invitant à l'ambition au lieu de proposer des évolutions à minima, ce qui ne fait que décourager les équipes. Elles seront obligées de privilégier le collectif avant leurs propres intérêts. Ceci dit, ça n'est pas vrai que pour les dirigeants, c'est aussi vrai pour chaque collaborateur ou chaque personne qui a choisi de travailler, et bien que ce soit en auto-entrepreneuriat, en salariat, en libéral, eh bien, il y a une responsabilité en tant que personne, en tant que membre d'un collectif, ne serait-ce à minima qu'une famille, de pouvoir observer les besoins du collectif et observer ses besoins propres, en sachant que les besoins propres, parfois, eh bien, il faut pouvoir et savoir en faire le deuil. Mais en tout cas, peu importe, l'ensemble de ces questions doivent être abordées de façon franche, transparente, et c'est ainsi que les conflits de position peuvent donner lieu à des débats passionnés, l'essentiel étant qu'elles s'appuient sur des arguments objectifs, des observations, et non sur des émotions, des jugements décalés, des fiertés personnelles ou des défenses de territoire. Dans ce cadre-là, la question des priorités se pose également pour ce qui touche à la loyauté envers ses collègues, en tout cas envers ses collaborateurs, et l'intérêt du plus grand nombre restant celui de l'entreprise dans sa globalité, en tout cas dans une approche entrepreneuriale, qu'elle soit de l'ordre de l'ESS ou des entreprises qui souhaitent profondément sortir d'une approche paternaliste. Donc globalement, il faut se rappeler que l'intérêt du plus grand nombre est censé être représenté par les dirigeants. Ils sont censés être exemplaires dans cette approche-là. Ils sont responsables des grandes décisions stratégiques. Leurs préoccupations passent donc avant celles des départements ou d'un département spécifique. Et ça, souvent, ça peut engendrer un conflit qui peut être difficile à gérer. On peut parfois faire appel à un médiateur pour sortir de ça. Et ce médiateur aura donc, entre guillemets, la tâche de pouvoir résoudre des conflits alors que le dialogue est inefficace. Cependant, il ne faut pas craindre de se séparer parfois d'un employé somme toute brillant pour pouvoir favoriser le groupe. Donc en conclusion, une équipe efficace, elle naît d'un travail en profondeur qui permet d'établir de nouvelles bases telles que la confiance, la communication bienveillante, donc le dialogue, des facultés de décision, de prise de décision, des engagements sur des objectifs clairs et la focalisation sur des résultats que l'on va confronter évidemment aux objectifs, mais qu'on va pouvoir, je ne sais pas si le mot est juste, mais transcender, aller au-delà, pouvoir faire des retours d'expérience, du partage de connaissances, pour rester dans un rapport de gratitude à l'envers de l'ensemble des collaborateurs qui sont intervenus, même si les objectifs n'ont pas été atteints, et pouvoir valoriser ça par de la remobilisation, par des phases de repos qui vont être propices à la créativité, au fait de pouvoir reprendre de nouveaux projets. Cependant, il est important de se rappeler que comme dans tout changement radical de comportement, qu'il soit individuel ou collectif, et quand je dis radical, c'est dans un laps de temps court au regard du temps qui a été mis pour construire les comportements actuels, eh bien, il est nécessaire d'avoir un effort collectif majeur qui ne peut porter ses fruits, là j'insiste, que sur le long terme. Voilà. Donc, toujours intégrer le long terme
dans une entreprise lorsque l'on souhaite faire une approche systémique.